Je n'aurais jamais cru que ma propre famille pourrait devenir mon pire cauchemar. Quand Louis, mon fils, a commencé à fréquenter les mauvais endroits, je pensais pouvoir tout contrôler. Mais la réalité m'a rattrapée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il a utilisé ma faiblesse contre moi. Puis, des années plus tard, c'est ma petite fille Camille qui a été prise dans ce cercle infernal. Ce que j'ai dû affronter pour la protéger a détruit tout ce que je connaissais. Restez avec moi pour découvrir comment cette histoire, pleine de douleur et de trahison, a trouvé une lumière inattendue au bout du tunnel. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de mes récits vrais et bouleversants. Je n'oublierai jamais ce jour précis où tout a basculé. C'était un matin d'automne, le ciel lourd de nuages sombres, comme s'il voulait annoncer le drame qui allait s'abattre sur ma vie. Assise à la table de la cuisine, j'observais les miettes de pain sur la nappe, tandis que mon cœur se serrait de douleurs sourdes. Je ne pouvais pas encore comprendre ce qui m'attendait, mais j'avais déjà cette certitude terrible. Ma vie ne serait plus jamais la même. Je m'appelle Madeleine. J'ai 70 ans aujourd'hui. Mais si je ferme les yeux, je reviens tout droit à Saint-Roch-sur-Marne, ce petit village où j'ai grandi et où j'ai rêvé d'une famille aimante, d'un foyer paisible. J'ai toujours imaginé mon mariage comme un refuge, un lieu où le bonheur ne serait pas un luxe, mais une évidence. Henri, mon mari, était l'homme que j'avais choisi, ou du moins que je croyais avoir choisi. Il était doux au début, avec ses promesses de jours heureux. Mais la vie a fait son œuvre de destruction, et peu à peu, l'ombre a envahi notre maison. Les dettes s'accumulaient, comme une vague menaçante prête à nous engloutir. Henri n'avait plus la force ni le courage de lutter. Sa santé déclinait, emportant avec elle les derniers éclats de tendresse. Moi, je me suis retrouvée seule à porter ce fardeau, seule à lutter contre ce vent glacial qui soufflait dans nos vies. Il y avait Louis, notre fils, alors âgé de 10 ans, ce petit garçon aux yeux pleins d'espoir, ce fragile éclat de lumière dans cette obscurité. Je pensais que tant que j'étais là, je pourrais le protéger, lui apprendre les valeurs qui feraient de lui un homme honnête et droit. Mais la réalité, cruelle et implacable, m'a montré à quel point je me trompais. Petit à petit, Louis a changé. Les fréquentations douteuses, les absences inexplicables, les silences lourds de secrets, tout cela me brisait le cœur un peu plus chaque jour. J'essayais de croire que c'était une phase, une rébellion passagère. Mais lorsque ma santé s'est effondrée, la vérité m'a frappée de plein fouet. Je me souviens encore du froid dans mes veines ce jour-là, quand j'ai vu Louis se détourner de moi, me regarder avec des yeux que je ne reconnaissais plus. Il avait compris ma fragilité. Il en avait fait une arme contre moi. Les premiers vols discrets, presque imperceptibles, sont devenus des coups de poignard. L'argent disparu, les clés de la maison manquantes, les visites de ces hommes inconnus, qui me faisaient me frissonner. Au début, je pensais qu'il venait pour Louis, qu'il voulait l'aider. Mais rapidement, ces visites sont devenues des exigences, des menaces à peine voilées. Je devais parler avec eux, leur sourire, leur offrir ce qu'ils demandaient, tout ça pour que Louis puisse continuer à payer ses dettes, pour qu'il puisse nourrir ses vices. Chaque jour était une lutte, chaque heure une épreuve. Je vivais dans la peur constante de ce qui allait arriver, dans la honte d'être réduite à cela. Une mère humiliée, captive de l'addiction de son fils. Et le pire, c'est que je sentais que plus je cédais, plus il exigeait. Le silence de la maison pesait comme un poids, le poids de toutes ces non-dits, de tous ces moments où j'aurais voulu crier ma douleur, mais où je me suis tue, par amour, par faiblesse, par peur. J'essayais de trouver la force dans mes souvenirs, dans les rares instants de tendresse qui subsistaient entre Louis et moi. Mais ils devenaient de plus en plus rares. Puis, un jour, Louis est parti, sans un mot, sans un regard en arrière. Il a disparu, laissant derrière lui un vide immense et des cicatrices que je porte encore aujourd'hui. La maison
vide de son souffle, semblait elle aussi mourir un peu. Et moi, je me suis retrouvée seule, au bord du gouffre. Je ne pouvais pas m'abandonner. Pour Louis, je l'avais fait. Mais pour Camille, ma petite fille, je devais être forte. Camille. Cette lumière douce qui avait les mêmes yeux brillants que Louis. La même innocence qui semblait vouloir me rappeler que tout n'était pas perdu. Mais la paix fut de courte durée. J'ai vite découvert que Pauline, ma belle-fille, marchait sur un chemin tout aussi sombre. L'ombre de la dette, des mauvaises fréquentations, s'étendait à elle aussi. Et cette fois, c'était Camille qu'on voulait prendre, qu'on voulait briser. Je me suis retrouvée à revivre mon pire cauchemar, mais cette fois, en spectatrice impuissante. J'ai décidé alors de ne plus me taire, de me battre pour Camille, même si cela signifiait perdre tout ce que j'avais. J'ai affronté Pauline, affronté ces hommes qui menaçaient mon petit enfant. J'ai perdu ma maison, ma santé, ma liberté. Mais pour la première fois, j'ai senti que je faisais quelque chose de juste, que je sauvais quelqu'un d'innocent. Je vous raconterai tout cela, chaque détail, chaque larme, chaque victoire, car c'est mon histoire. Et je veux que vous sachiez que même dans la nuit la plus noire, il y a toujours une lueur d'espoir. Mais ce n'est que le début. Les jours qui ont suivi le départ de Louis furent comme une longue descente dans un gouffre sans fin. Chaque matin, je me réveillais avec un poids sur la poitrine. Ce poids insupportable qui broyait mon souffle et étouffait mes pensées. J'étais seule dans cette maison silencieuse, où chaque objet semblait porter le souvenir d'un bonheur perdu. Henri, lui, était déjà parti dans un silence aussi lourd que son corps malade. Il avait quitté ce monde sans bruit, emportant avec lui l'un des rares liens qui me retenaient encore à ce que j'appelais autrefois une famille. Sa maladie avait été un long combat, un supplice pour lui, mais aussi pour moi, qui avais tenu la maison à bout de bras, seule. Les dettes s'étaient empilées, les menaces avaient recommencé, mais je continuais, obstinée, à espérer un avenir meilleur. Mais Louis, lui, il avait disparu. Pas seulement physiquement, mais il s'était évaporé de ma vie, laissant derrière lui une trace douloureuse. J'ignorais où il était, avec qui il vivait, ce qu'il faisait réellement. Tout ce que je savais, c'est qu'il était parti avec ses démons, ses mauvaises fréquentations, et qu'il avait laissé une mère brisée. Je n'avais plus que Camille, ma petite fille, pour me raccrocher à la vie. Elle était la seule lumière dans cette obscurité qui semblait m'engloutir. Camille avait 8 ans. Elle était douce, curieuse, et avait ce regard qui me rappelait tant Louis, ce même éclat d'innocence mêlé d'une force insoupçonnée. Je m'occupais d'elle comme je pouvais, malgré la fatigue, malgré les douleurs qui s'étaient installées dans mon dos et mes articulations. Chaque sourire qu'elle me lançait était un baume sur mes blessures invisibles. Mais la paix que j'avais commencé à retrouver fut bientôt menacée. J'ai vite compris que les mêmes ombres qui avaient rongé la vie de mon fils commençaient à planer autour de Pauline, ma belle-fille, et de Camille. Pauline était devenue silencieuse, souvent absente, avec des regards fuyants et des absences inexpliquées. Elle avait changé, elle aussi, et pas pour le mieux. Un jour, alors que Camille était à l'école, j'ai remarqué des allées et venues inhabituelles dans notre quartier. Des hommes que je ne connaissais pas, des visages fermés, des regards qui glissaient rapidement vers moi quand je passais devant leur porte. Cette sensation d'être observée, de ne plus appartenir à ce monde, m'a pris au ventre. La vérité m'a frappé en plein cœur lorsque j'ai surpris une conversation entre Pauline et l'un de ces hommes, dans le petit jardin derrière la maison. Leur voix basse, leur ton menaçant, tout dans cet échange m'a glacé le sang. Ils parlaient d'argent, de dettes, de Camille. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma petite fille, cet enfant fragile, était déjà utilisée comme monnaie d'échange, comme un levier pour satisfaire les besoins et les dettes de Pauline. J'ai senti la colère et la peur se mêler dans ma poitrine. Un mélange toxique qui menaçait de me faire perdre pied.
J'ai voulu confronter Pauline immédiatement, lui demander des comptes, lui hurler mon désespoir. Mais au lieu de ça, j'ai attendu, j'ai observé, j'ai écouté en silence, rassemblant mes forces pour affronter cette tempête qui s'annonçait. Chaque jour était une épreuve. Pauline devenait de plus en plus distante, ses excuses plus nombreuses, ses absences plus longues. Camille, elle, restait cette enfant lumineuse. Mais je voyais parfois dans ses yeux une peur sourde, un poids qu'elle ne devait pas porter. Elle s'accrochait à moi comme à une bouée dans cette mer agitée. Je savais que je ne pouvais pas rester spectatrice. Le souvenir de Louis me hantait, ce souvenir douloureux de la mère que j'avais été, impuissante face à la descente aux enfers de mon fils. Cette fois, je devais agir, pour Camille, pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais affronter Pauline et ceux qui l'entouraient n'était pas sans risque. La peur me tenaillait, mais elle ne suffisait pas à me faire reculer. J'ai commencé à chercher de l'aide, discrètement, évitant de montrer ma faiblesse, consciente que je n'avais plus droit à l'erreur. Le poids de la solitude était écrasant. Les journées s'étiraient, longues et monotones, rythmées par mes inquiétudes et mes efforts pour maintenir un semblant de normalité pour Camille. Elle allait à l'école, elle jouait, elle souriait parfois, mais je savais que l'ombre qui planait sur nous deux ne disparaîtrait pas sans combat. J'ai essayé de parler à Pauline, de comprendre, de lui offrir mon aide, mais elle se fermait comme une porte verrouillée. Ses silences n'étaient lourds de secrets, ses regards fuyants, sa colère silencieuse. Je voyais bien que la situation l'écrasait autant que moi, mais elle refusait mon aide, comme si cela la rendait plus vulnérable. Un jour, la tension a atteint son paroxysme. J'ai surpris une dispute entre Pauline et un homme, un de ces agioteurs qui rôdaient autour de nous. Les mots étaient durs, les menaces à peine voilées. J'ai senti la colère monter en moi, une rage ancienne et profonde, celle d'une mère prête à tout pour protéger ses enfants, ses petits-enfants. J'ai pris une décision radicale. Je ne pouvais plus rester passive, spectatrice de la destruction de Camille. J'allais me battre, quoi qu'il en coûte. Cette décision m'a coûté cher. Elle a déclenché une série d'événements qui ont bouleversé ma vie, plus encore que je ne l'aurais imaginé. Les menaces se sont intensifiées, les pressions sont devenues plus lourdes. J'ai perdu ma maison, le toit sous lequel j'avais abrité Camille, Henri et Louis. J'ai perdu ma santé, fragile déjà, brisée par les années de souffrance et de stress. Et presque ma liberté, prise dans les filets d'une lutte désespérée pour sauver l'innocence. Pourtant, malgré tout cela, j'ai senti quelque chose de nouveau naître en moi. Une force, une détermination que je ne me connaissais pas. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais plus seulement une victime, mais une combattante. Je vous raconterai comment cette bataille a commencé, comment j'ai affronté Pauline, comment j'ai fait face à ceux qui menaçaient Camille, et comment, dans cette tempête, j'ai trouvé une lumière inattendue. Mais avant cela, il faut que je vous parle de Louis, de sa chute, de la douleur que son absence a laissée en moi, et de la manière dont tout cela s'est enchaîné pour me mener jusqu'à ce point où j'ai décidé de ne plus me taire. Louis n'était pas toujours cet enfant perdu. Il y a eu des jours, rares mais précieux, où il était ce garçon plein de vie et de rêves. Je me souviens de ses rires, de ses jeux dans le jardin, de ses câlins maladroits, mais sincères. Ces souvenirs étaient soit mon trésor, la seule chose qui me permettait de tenir. Mais la vie, dans sa cruauté, nous a pris tout cela. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises décisions, la maladie d'Henri, tout cela a brisé ce fragile équilibre. Louis a glissé dans un monde dont je ne comprenais pas les règles, un monde d'ombre et de douleur. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, même dans les moments où il m'a blessé le plus. Mais cet amour n'a pas suffi, et quand il est parti, il a laissé un vide immense, un vide que j'ai tenté de combler avec Camille, cette lumière qui m'a sauvée. Camille
ma petite fille, est devenue ma raison de vivre. Elle m'a redonné la force de me battre, de croire en un avenir meilleur, malgré les tempêtes qui grondent autour de nous. Mais cette bataille, la plus difficile de ma vie, ne faisait que commencer. Le poids de l'angoisse s'est intensifié au fil des jours. Après avoir décidé de me battre pour Camille, chaque instant s'est transformé en une lutte silencieuse contre les forces invisibles qui menaçaient notre fragile existence. Je sentais le souffle froid de ces hommes autour de nous, leur présence pesante comme une ombre permanente. Je ne pouvais plus ignorer les regards furtifs qu'ils lançaient à la maison, ni les murmures étouffés dans les ruelles étroites de notre quartier. Chaque son, chaque mouvement devenait une source d'alerte. Camille, bien sûr, ne comprenait pas tout, mais je voyais cette inquiétude qui s'insinuait dans ses petits yeux. Un éclat de peur que je n'avais jamais voulu voir. J'ai commencé à noter mentalement chaque détail, chaque signe, chaque menace déguisée. Je savais que ces gens n'étaient pas des amis. Leur monde était celui de l'argent sale, des dettes écrasantes, des échanges de faveurs qui dépassaient l'entendement. Et, pire encore, ils avaient compris que je représentais une faiblesse à exploiter. Pauline, ma belle-fille, était devenue une femme étrangère à moi. Ses silences étaient lourds, ses réponses rares, et lorsqu'elle osait me regarder, je lisais dans ses yeux un mélange de peur, de honte et de colère. Elle était prisonnière, comme Louis l'avait été avant elle. Mais je refusais que Camille suive le même chemin. La première confrontation fut violente, mais silencieuse. Une nuit, alors que je veillais tard à préparer le dîner pour Camille, j'ai surpris Pauline au téléphone, parlant avec une voix tremblante mais ferme. Les mots qu'elle prononçait glaçaient le sang. Dette, échéance, argent à récupérer. Elle était dans l'œil du cyclone, acculée par ces hommes qui ne montraient aucune pitié. Je me suis approchée, le cœur battant, les mains tremblantes. « Pauline, il faut qu'on parle. » Sa réaction fut un mélange de surprise et de peur. Elle a raccroché brusquement, évitant mon regard. Mais je savais que c'était le moment. « Tu dois arrêter ça. » ai-je dit, la voix tremblante mais décidée. « Tu dois protéger Camille. Je ne peux pas te laisser détruire ce que nous avons. » Elle a éclaté en sanglots, révélant une fragilité que je ne lui avais jamais vue. Elle m'a avoué tout, les pressions, les dettes, les menaces. Elle m'a dit qu'elle ne voyait pas d'issue, qu'elle était prise au piège. J'ai compris que la bataille serait plus difficile que je ne l'imaginais. Pauline n'était pas simplement une femme qui avait fait des erreurs. Elle était une victime, elle aussi, enfermée dans un cercle vicieux. J'ai décidé de chercher de l'aide. Mais à qui pouvait-on se confier dans ce monde où la peur règne? Les autorités semblèrent loin, impuissantes, ou parfois complices. La famille, elle, était éclatée, dispersée, brisée par les années. Alors, j'ai commencé à tisser un réseau de soutien discret. Quelques voisins compréhensifs, un prêtre de la paroisse, une assistante sociale à l'écoute. J'ai gardé le silence sur mes intentions, de peur que les mauvaises personnes l'apprennent. Mais la maison devenait un piège. Les visites des hommes se faisaient plus fréquentes, leurs exigences plus lourdes. Je sentais leur colère, leur impatience grandir. Ils voulèrent de l'argent, rapidement, et n'hésitèrent pas à user de menaces voilées pour obtenir ce qu'ils désiraient. Un soir, alors que je rentrais chez moi avec Camille, j'ai croisé l'un d'eux dans la ruelle. Son regard était dur, cruel. Il s'est approché, menaçant, murmurant des paroles que je ne voulais pas entendre. J'ai senti la terreur m'envahir, mais aussi une détermination nouvelle. « Vous n'aurez pas Camille ?» ai-je murmuré, autant pour me rassurer que pour le défier. Cet instant a marqué un tournant. Je savais que je devais agir vite, trouver une solution, ou tout serait perdu. J'ai commencé à réfléchir à un plan. Camille devait être protégée, éloignée de cette spirale infernale. Mais comment? Où aller? À qui faire confiance? La nuit, je repensais à Louis, à ses erreurs,
à sa chute. Je ne voulais pas que Camille suive le même chemin. Cette pensée me donnait la force de continuer, même lorsque tout semblait contre moi. Mais la réalité était cruelle. Les dettes s'accumulaient, les pressions augmentaient, et Pauline s'enfonçait dans un désespoir que rien ne semblait pouvoir arrêter. Un jour, Pauline a disparu, sans un mot, sans un adieu. Elle est partie, laissant Camille et moi face à un avenir incertain. Cette absence brutale a brisé ce qui restait de fragile dans notre quotidien. J'ai dû devenir à la fois mère, grand-mère, protectrice et parfois même adversaire. Camille, malgré son jeune âge, comprenait que quelque chose d'important avait changé. Elle pleurait souvent, cherchant des réponses que je ne pouvais pas toujours lui donner. Les nuits étaient longues, remplies de cauchemars et d'inquiétudes. Je veillais sur Camille comme une lionne, prête à tout pour défendre sa progéniture. J'ai pris la décision de déménager, de quitter ce quartier, où les ombres du passé nous poursuivaient. Nous avons trouvé un petit appartement dans une autre ville, loin des menaces, loin des regards. Mais le mal était profond. Camille gardait en elle les cicatrices invisibles de ces années difficiles. Son silence, ses peurs, ces silences étaient autant de cris étouffés que je devais apprendre à écouter. J'ai cherché de l'aide pour elle, des psychologues, des éducateurs, des amis bienveillants. Je voulais lui offrir un avenir, une enfance normale, même si le passé continuait à peser sur nos épaules. Malgré tout, il y avait des jours où je doutais, des jours où la fatigue, la douleur, la solitude semblaient vouloir m'engloutir. Mais à chaque fois, Camille me regardait avec cet éclat d'innocence et de confiance qui me rappelait pourquoi je me battais. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai reçu un appel. Une voix inconnue, grave, menaçante. « Tu ne peux pas fuir. On te retrouvera. » Cette menace était claire. Ils n'avaient pas oublié. Ils ne renonceraient pas. Mais cette fois, j'étais prête. Prête à affronter, prête à protéger Camille coûte que coûte. Je savais que la route serait longue et difficile, mais j'avais une arme que personne ne pouvait m'enlever. L'amour inébranlable d'une grand-mère pour sa petite fille. Les jours qui ont suivi cet appel menaçant furent parmi les plus sombres de ma vie. Chaque bruit, chaque ombre dans la maison éveillait une peur sourde qui s'insinuait dans mes pensées, me tenant éveillée jusque tard dans la nuit. Je passais mes heures à veiller sur Camille, sa petite silhouette recroquevillée dans son lit, tentant de protéger son sommeil fragile contre les cauchemars qui la hantaient. Je savais que fuir n'était pas une solution définitive, même si nous avions quitté notre quartier d'origine. Leur emprise semblait s'étendre comme une toile d'araignée invisible, prête à nous engloutir dès que nous nous approchions, un peu trop près de la lumière. Pourtant, malgré cette peur constante, une nouvelle force grandissait en moi. Une force née de la nécessité, du besoin impératif de protéger l'innocence qui me restait. Camille, avec son sourire éclatant parfois naïf, était mon refuge et ma raison de me battre. Je me suis alors décidée à franchir une étape que je redoutais depuis longtemps. Demander de l'aide formelle. Je suis allée voir Madame Lefebvre, une assistante sociale que m'avait recommandée une voisine attentive. Elle avait un visage doux, marqué par l'expérience, et une écoute bienveillante qui m'a immédiatement apaisée. Je lui ai raconté notre histoire, avec des mots parfois maladroits, mais sincères. Les mensonges, les trahisons, la peur omniprésente. Elle a pris des notes sans jamais interrompre, laissant mes mots se déployer, lourds de douleur et d'espoir. À la fin de notre entretien, elle m'a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour nous protéger. Elle m'a parlé de possibilités d'hébergement sécurisé, de soutien psychologique pour Camille et moi, et d'un accompagnement juridique. Cette lueur d'espoir était fragile, mais elle existait. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'un chemin, même étroit, s'ouvrait devant nous. Mais
la menace n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est intensifiée. Un matin, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe sans nom, contenant quelques billets froissés et un mot simple. « Nous savons où tu es ». Ce message glaçant m'a fait vaciller. Mon cœur s'est serré en pensant à Camille, innocente dans son innocence, vulnérable face à ses prédateurs. Je me suis alors juré de ne plus laisser la peur diriger nos vies. J'ai commencé à me préparer, à organiser notre départ vers un centre protégé, là où nous serions à l'abri, au moins temporairement. Pendant ce temps, Camille reprenait peu à peu confiance. Elle s'ouvrait doucement, racontant ses petits moments de bonheur à l'école, ses jeux avec ses camarades. Ces instants de normalité étaient des oasis dans ce désert de douleur. Mais la nuit restait un moment difficile. Les cauchemars revenaient, parfois accompagnés de sanglots étouffés. Je la serrais contre moi, lui murmurant des promesses que je ne savais pas toujours tenir. Puis, un jour, alors que je rentrais chez nous après une réunion avec Madame Lefebvre, j'ai découvert la porte entr'ouverte. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un était venu chez nous. À l'intérieur, le salon était sans dessus-dessous, des papiers éparpillés, des meubles déplacés, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Ma peur s'est transformée en une colère sourde. Je me suis mise à chercher, fouillant chaque recoin, jusqu'à ce que mes doigts touchent un petit carnet caché sous le canapé. C'était un journal intime de Pauline, ou du moins ce qu'elle avait osé écrire dans ses moments de lucidité. Chaque page racontait son désespoir, ses erreurs, sa peur d'être prise au piège. Elle y décrivait aussi les hommes qui la harcelaient, les dettes impossibles à rembourser, et surtout, sa volonté désespérée de protéger Camille, coûte que coûte. Cette découverte fut un choc. J'avais sous les yeux le témoignage, vivant d'une femme brisée, prisonnière d'un monde qu'elle n'avait pas choisi. Cela expliquait tant de choses. La solitude de Pauline, son silence, son départ brutal. Mais cette lecture réveillait aussi une douleur profonde, un mélange de colère et de compassion. Je pleurais en silence, comprenant que notre combat n'était pas seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre les blessures invisibles laissées par la vie. Après cette nuit, j'ai décidé de protéger Camille par tous les moyens. Avec l'aide de Madame Lefebvre, nous avons pu intégrer un centre d'accueil sécurisé, un refuge loin des ombres du passé. Les premiers jours furent difficiles. Camille était méfiante, réticente à se lier avec les autres enfants, à parler aux adultes. Moi-même, je sentais la fatigue m'envahir, le poids des années de souffrance pesant lourd sur mes épaules. Mais petit à petit, la lumière est revenue. Camille a commencé à sourire à nouveau, à jouer, à rêver. J'ai retrouvé cette étincelle d'espoir que je croyais perdue. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner dans la cuisine du centre, une femme est venue me parler. C'était une psychologue, douce et patiente, qui avait travaillé avec des enfants, victimes de traumatisme. Elle m'a expliqué que Camille avait besoin de temps, de soutien, mais aussi de confiance. Que son chemin vers la guérison serait long, mais possible. J'ai senti une nouvelle force m'envahir. Pour Camille, pour moi, pour tout ce que nous avions traversé. Mais cette paix nouvelle n'était pas sans nuages. Un jour, en rentrant de l'école, Camille m'a parlé d'un garçon, un nouvel ami, un garçon avec qui elle aimait passer du temps, mais qui semblait parfois inquiet, triste. Son histoire me rappelait celle de Louis, les erreurs, les pièges du passé. Je sentais que le cycle risquait de se répéter, qu'il fallait veiller, protéger, encore et toujours. Le temps passait, et chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires. Camille apprenait à vivre autrement, à sourire malgré les cicatrices. Pour moi, chaque instant était une bataille silencieuse contre le passé, contre la peur, contre le désespoir, mais aussi une victoire sur la résignation, sur la douleur. Un soir, alors que nous regardions ensemble les étoiles par la fenêtre, Camille m'a pris la main. « Grand-mère, » m'a-t-elle dit, « je veux que tu sois fière de moi. » Ces mots simples,
venu du cœur d'une enfant qui avait déjà tant vécu, était un baume pour mon âme meurtrie. Je lui ai répondu en serrant sa main avec tendresse, lui promettant que jamais je ne cesserais de me battre pour elle, que quoi qu'il arrive, nous étions ensemble. Le chemin serait encore long, semé d'embûches et de douleurs. Mais pour la première fois, j'entrevoyais une lumière au bout du tunnel. Une lumière fragile, mais bien réelle. Le réveil ce matin-là fut brutal. La lumière du soleil traversait à peine les volets de la chambre, où Camille dormait paisiblement. Je restais là, immobile, observant son visage enfantin, marqué encore par la fatigue mais illuminé par un éclat nouveau. Ce calme apparent me donnait une illusion fragile, car je savais que dehors, dans le monde, les dangers rôdaient toujours. J'avais passé des mois à reconstruire notre vie, à panser les blessures invisibles laissées par ces années de tourments. Mais la menace ne disparaissait jamais vraiment. Elle s'insinuait parfois dans les moindres détails, dans ces silences lourds que je sentais peser dans l'air. Ce jour-là, je reçus un appel inattendu. Un appel qui allait bouleverser tout ce que je croyais acquis. Une voix féminine, claire mais grave, me dit simplement « Il faut que nous parlions de Louis ». Mon cœur se serra. Le nom de mon fils, celui qui avait tant souffert, qui avait brisé notre famille avant de disparaître dans l'oubli, résonnait comme un écho douloureux dans ma mémoire. Je n'avais plus aucune nouvelle de lui depuis des années, et je pensais avoir enterré cette partie de ma vie pour protéger Camille et moi. Pourtant, cette voix me tirait hors du silence, m'obligeait à affronter des vérités que je préférais fuir. Elle m'invita à un rendez-vous, dans un petit café discret, à l'abri des regards. Je passais les heures qui suivirent à trembler d'angoisse, incapable de prédire ce qui m'attendait. Quand je me présentais enfin à ce lieu, j'aperçus une femme d'âge mûr, aux yeux fatigués, mais pleins de compassion. Elle se présenta comme Claire, une ancienne amie de Louis, celle qui avait essayé de l'aider quand tout semblait perdu. Au fil de la conversation, je découvris une autre facette de mon fils, bien loin de l'image que je gardais de lui. Claire me parla d'un homme brisé, pris au piège d'un cercle infernal de dettes et de mauvaises décisions, mais aussi d'un père cachant un secret qui pouvait tout changer. Elle m'avoua que Louis avait tenté de me protéger en silence, dissimulant des choses pour que je ne sois pas impliquée, et qu'il avait laissé derrière lui des indices, des fragments d'un puzzle qui, une fois assemblés, révélerait une vérité insoupçonnée. Cette révélation fit vaciller tout ce que je croyais savoir. Pourquoi Louis avait-il disparu? Quel secret pouvait-il garder qui justifiait son silence et son absence? Je passais les jours suivants à fouiller dans le passé, à chercher des traces, à interroger des proches de Louis. Chaque réponse apportait son lot d'ombres et de lumière, de douleurs et d'espoirs contrariés. Je découvris que mon fils avait, malgré tout, essayé de reconstruire quelque chose, de sortir de ce monde qui l'avait englouti. Mais il était pris au piège, incapable de briser définitivement ses chaînes. À travers ses recherches, je compris aussi combien mes propres choix avaient influencé son destin. Mes absences, mes combats pour survivre, avaient là créé un vide que Louis avait tenté de combler à sa manière, souvent maladroite, parfois destructrice. Mais au fond de moi, une flamme nouvelle s'alluma, celle de la compréhension et du pardon. Je voulais croire qu'il y avait encore une chance, que le passé n'était pas une fatalité. Pendant ce temps, Camille grandissait, s'ouvrant peu à peu au monde, malgré ses blessures. Elle me surprenait chaque jour par sa résilience, par cette force qu'elle tirait de sa propre innocence. Un après-midi, en rentrant du centre, elle m'apporta un dessin. Une maison entourée d'arbres, avec 2 figures tenant leurs mains. « C'est nous, grand-mère », dit-elle en souriant timidement. Ce petit acte simple me rappela ce pourquoi je me battais. Offrir à Camille un avenir différent, un avenir où la peur ne serait plus le maître de nos vies. Mais la menace persistait, sourde et tenace. Un soir, alors que je rentrais seule du marché, je sentis qu'on me suivait. Mon cœur battait à tout rompre.
Chaque pas résonnait dans ma tête comme un tambour de guerre. Je me précipitais dans une ruelle, tentant de semer mon poursuivant. Mais une main saisit mon épaule, ferme et froide. J'eus à peine le temps de crier avant que tout devienne flou. Je me réveillai plus tard, dans un petit appartement inconnu. Une lumière tamisée éclairait la pièce, mais il n'y avait personne. Sur la table, une lettre. Elle disait « Ce que tu cherches est plus proche que tu ne le penses. Ne fais confiance à personne, pas même à ceux qui prétendent t'aider. » Cette menace était claire, et pourtant, elle attisa encore plus ma détermination. Je refusais de céder à la peur, de laisser ces ombres détruire ce que j'avais construit. Avec l'aide de Claire, je commençais à assembler les pièces du puzzle, à chercher le lien entre Louis et les hommes qui nous menaçaient. Les révélations étaient douloureuses, dévoilant un monde que je ne connaissais que trop peu, un monde de dettes, de trahisons, de choix impossibles. Mais à mesure que je découvrais la vérité, je sentais aussi la présence de Louis, comme un fil invisible qui nous reliait malgré tout. Un jour, alors que je revenais du centre, j'aperçus Camille parler avec un homme au regard doux, mais fatigué. Il semblait familier, pourtant je ne le reconnaissais pas. En m'approchant, le choc fut immense. Cet homme, c'était Louis. Il avait changé, marqué par les années. Mais ses yeux brillaient d'une lumière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il me regarda avec une émotion que je ne pus décrire. « Maman », dit-il simplement. Le temps sembla s'arrêter. Tout ce que j'avais traversé, toute la douleur, la peur, les absences, semblaient converger dans ce moment suspendu. Nous avions survécu malgré tout. Mais la route n'était pas finie. Il restait tant à dire, à réparer, à comprendre. Ce retour inattendu bouleversait tout, mais il apportait aussi une promesse, celle d'un nouveau départ, d'une famille brisée qui pouvait peut-être enfin se reconstruire. Le retour de Louis à Saint-Roch-sur-Marne bouleversa tout ce que je pensais acquis. Son apparition, aussi soudaine qu'inattendue, fit vaciller les fondations de notre fragile nouvelle vie. Pourtant, malgré la peur et l'incertitude qui m'assaillaient, une lueur d'espoir naissait en moi, fragile, mais tenace. Je n'avais jamais cessé de l'aimer, même lorsque la colère et la douleur m'avaient envahi. Voir son visage marqué par les années d'errance et de lutte réveilla en moi un mélange d'émotions contradictoires, soulagement, rancune, tendresse et crainte. Louis était là, mais il portait les stigmates d'un passé qu'il avait tenté de fuir. Son regard fatigué mais déterminé témoignait des épreuves traversées, des batailles silencieuses, menées loin de moi et de Camille. Je voulais tout savoir, comprendre ce qui l'avait poussé à disparaître, ce qu'il avait vécu pendant toutes ces années. Cette nuit-là, nous restâmes assis dans le petit salon que Camille et moi avions réussi à aménager. La lumière tamisée créait une ambiance douce, presque irréelle. Louis parlait peu, choisissant chaque mot avec soin, comme s'il craignait de réveiller des démons endormis. Il me raconta son départ, sa fuite face à un monde qui lui avait fermé toutes les portes. Il évoqua les mauvais choix, les mauvaises compagnies, les moments de désespoir où il avait frôlé l'abîme. Mais il parla aussi des rares instants de lumière, des rencontres qu'il avait aidé à tenir, à garder une part d'humanité. Au fil de ses confidences, je sentais la douleur refleurir, mais aussi une volonté farouche de réparer, de reconstruire. Louis n'était plus ce jeune homme perdu que j'avais connu. Il portait en lui une force nouvelle, née de l'expérience et du désir de rédemption. Camille, silencieuse, écoutait attentivement. Son regard brillant d'une curiosité mêlée d'espoir me rappela pourquoi nous devions nous battre. Pour elle, pour nous, pour ce futur incertain, mais possible. Les jours suivants furent intenses, remplis de retrouvailles et de confrontations. Nous devions apprendre à nous redécouvrir, à reconstruire des liens effilochés par le temps et la douleur. Ce fut un chemin semé d'embûches, où chaque geste, chaque mot
avait un poids. Louis s'efforçait de rattraper le temps perdu, mais il devait aussi affronter ses propres démons. Les cicatrices invisibles de son passé ne se refermaient pas facilement, et parfois, il sombrait dans le silence, emporté par ses pensées. Un après-midi, alors que nous étions tous les trois au parc, une discussion éclata. Camille, pleine d'innocence, demanda à Louis pourquoi il était parti si longtemps. Cette question, simple en apparence, ouvrit une plaie profonde. Louis baissa les yeux, ses mains tremblantes. Il avoua qu'il avait voulu nous protéger, que son départ était un sacrifice, même s'il n'avait pas toujours su comment agir autrement. Il parla de ses erreurs, de sa honte, de son désir de changer. Ce moment fut une étape cruciale. Nous comprîmes que la route vers la guérison serait longue, mais possible, que le pardon, aussi difficile soit-il, était la clé pour avancer. Pourtant, les ombres du passé ne nous lâchaient pas. Des visites mystérieuses, des appels anonymes, des regards pesants rappelèrent que le danger rôdait toujours. Louis avait laissé derrière lui des dettes et des ennemis, des chaînes qu'il fallait briser. Un soir, alors que la maison était silencieuse, une silhouette apparut à la fenêtre. Mon cœur s'emballa. C'était un homme que je connaissais trop bien, l'un des anciens amis de Louis, celui qui avait symbolisé tant de souffrances. Il nous lança un avertissement clair: partir, fuir ou subir les conséquences. La menace pesait sur nous tous, et surtout sur Camille. Je sentis alors la peur s'emparer de moi, une peur viscérale qui me rappelait les nuits où je veillais sur mon fils, impuissante face à un monde cruel. Mais cette fois, la peur fut accompagnée d'une détermination nouvelle. Je refusais que Camille subisse le même sort que Louis. Je refusais que le passé nous dévore encore. Avec Louis, nous décidâmes de prendre des mesures. Nous ne pouvions pas fuir indéfiniment, ni nous cacher pour toujours. Il fallait affronter, lutter, reconstruire. Nous cherchâmes de l'aide auprès de ceux qui comprenaient notre combat, qui savaient ce que signifiait se relever malgré tout. Claire, fidèle et discrète, fut un pilier dans cette tempête, nous guidant vers des ressources et des soutiens. Mais la bataille ne faisait que commencer. Chaque jour apportait son lot d'épreuves, d'incertitudes, de moments où l'espoir vacillait. Un matin, en ouvrant la boîte aux lettres, je trouvai une enveloppe sans nom, contenant une photo, ancienne de Louis, prise dans un moment de bonheur fugitif. Au dos, un message: ne lâche pas. Ce petit geste, anonyme mais chargé de sens, raviva ma foi. Nous n'étions pas seuls, même si parfois, le chemin semblait désert. Camille, malgré tout, continuait à sourire, à illuminer nos journées par sa présence douce et pleine de vie. Elle était notre ancre, notre raison de continuer. Un jour, alors que je la préparais pour l'école, elle me confia, sans détour: « Grand-mère, je veux que papa reste avec nous. » Ces mots simples et puissants résonnèrent en moi comme une promesse. Je pris la main de Louis, et dans ce geste silencieux, nous scellâmes notre engagement à ne plus laisser le passé nous détruire. Mais la vie avait encore une dernière épreuve pour nous. Une épreuve qui révélerait tout, qui mettrait à nu nos peurs et nos forces. Un soir, alors que nous étions réunis autour d'un repas frugal, la sonnette retentit. Sur le seuil, un homme que je n'avais jamais vu, portant un regard à la fois sévère et triste. Il se présenta comme un ancien associé de Louis, porteur d'une vérité cachée. Une vérité qui expliquerait bien des mystères, bien des silences. Ce qu'il révéla ce soir-là bouleversa tout ce que nous pensions savoir. Louis n'était pas seulement une victime de son passé, mais aussi un acteur involontaire d'une histoire bien plus complexe. Cette révélation, douloureuse et surprenante, mit à l'épreuve notre fragile reconstruction. Mais elle ouvrait aussi la porte à une nouvelle compréhension, à une possibilité de libération. Nous étions au bord d'un nouveau départ, un départ vers la lumière après tant d'années d'ombre. La vérité révélée par cet homme que nous avions accueilli avec méfiance, mais aussi une étrange curiosité,
bouleversa notre quotidien. Chaque mot prononcé semblait creuser un sillon plus profond dans le passé de Louis, dévoilant des secrets enfouis, des trahisons que ni lui ni moi n'avions jamais imaginées. J'avais passé tant d'années à reconstruire ma vie, à penser mes blessures. Et voilà que tout ce que je croyais comprendre s'effondrait comme un château de cartes. Cet homme s'appelait Marc. Il prétendait avoir été un associé de Louis, au temps où ce dernier tentait de s'en sortir, malgré les mauvaises fréquentations et les dettes écrasantes. Mais ce que Marc révéla ce soir-là dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Louis, expliqua-t-il, n'était pas seulement une victime du destin cruel. Il avait été impliqué malgré lui dans une affaire qui dépassait le simple cadre des dettes et des petites escroqueries. Une affaire qui avait attiré l'attention de personnes puissantes dans notre petite ville. Des gens prêts à tout pour préserver leurs secrets, quitte à détruire ceux qui se dressaient sur leur chemin. Je sentis mon cœur se serrer. Comment avais-je pu ignorer ces signes? Ces regards furtifs, ces appels tardifs, ces silences pesants? Peut-être que Louis avait essayé de me protéger, comme il me l'avait dit. Mais à quel prix? Louis, de son côté, paraissait abattu. Le poids de cette révélation semblait écraser ses épaules. Mais il y avait aussi une étincelle dans ses yeux. Une détermination nouvelle à affronter ce passé, quel qu'en soit le coût. Marc nous parla longuement. Il nous expliqua comment il avait quitté ce monde sombre, comment il avait essayé de s'en éloigner mais que le passé revenait toujours hanter ceux qui s'y étaient aventurés. Il nous mit en garde. Certaines vérités pouvaient coûter cher, parfois plus que la vie elle-même. Cette nuit-là, je restais éveillée longtemps, repensant à tout ce que j'avais vécu, aux sacrifices, aux souffrances, au moment où j'avais cru que tout était perdu. Je compris que ce combat n'était pas terminé, qu'il ne faisait que commencer. Le lendemain, Louis prit une décision qui allait changer le cours de notre maître histoire. Il décida de confronter ceux qui l'avaient entraîné dans ce cauchemar, de faire la lumière sur ces ombres qui avaient si longtemps obscurci notre vie. Je voulais le retenir, le protéger. Mais il était déterminé, et je savais qu'il ne reculerait pas. Alors, avec Camille à mes côtés, nous préparâmes un plan pour l'aider. Les jours suivants furent un mélange d'espoir et de peur. Chaque pas que nous faisions vers la vérité était un pas vers l'inconnu, vers un danger que nous ne pouvions pas entièrement mesurer. Louis commença à rencontrer des témoins, des anciens complices, des victimes silencieuses. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Des noms furent cités, des lieux évoqués. Une toile complexe de mensonges, de manipulations et de trahisons se dévoilait. Mais cette quête de vérité avait un prix. Nous recevions des menaces anonymes, des avertissements voilés. Je sentais que nos ennemis étaient des proches, qu'ils observaient chacun de nos mouvements. Un soir, alors que Camille dormait paisiblement dans sa chambre, la maison fut envahie par un silence lourd, oppressant, une sensation d'être épiée, de ne plus être en sécurité. Je me levai, vérifiai les fenêtres, les portes. Tout semblait en ordre, mais l'angoisse persistait. Louis, lui, était absent. Il avait une rencontre importante, une dernière chance de dénouer les fils de cette histoire. Les heures passèrent, et je ne pus m'empêcher de m'inquiéter. Puis, vers minuit, la porte s'ouvrit doucement. Louis entra, le visage marqué par la fatigue, mais aussi par une lueur de victoire. Il tenait dans sa main un petit dossier, contenant des preuves irréfutables, des documents qui pouvaient renverser la situation. Nous célébrâmes ce moment avec un mélange d'émotions, soulagement, joie, mais aussi la conscience que le combat n'était pas terminé. Cependant, cette nuit-là marqua aussi un tournant. Les menaces devinrent plus explicites, plus proches. Nous savions que nos adversaires étaient prêts à tout pour préserver leurs secrets. Je me surpris à penser à mon propre passé, à ces années de lutte solitaire, à cette force que j'avais puisée au plus profond de moi-même pour protéger ma famille. Je sentais que cette fois, c'était différent,
que le danger ne venait pas seulement de l'extérieur, mais aussi des blessures intérieures, des doutes, des peurs. Camille, innocente, continuait à illuminer notre vie, à nous rappeler ce pourquoi nous devions tenir bon. Un matin, en ouvrant une lettre, anonyme déposée sous la porte, je lus un message glaçant. « Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. » Ce simple avertissement fit vaciller notre courage, mais ne l'éteignit pas. Louis décida alors de rendre public ce dossier, de confronter ses ennemis à la lumière du jour. Le jour venu, nous organisâmes une réunion dans la salle des fêtes de Saint-Roch-sur-Marne. Les habitants, curieux et méfiants, étaient assez présents. L'atmosphère était tendue, chargée d'émotions. Louis prit la parole, exposant les faits, révélant les vérités cachées, dénonçant ceux qui avaient détruit sa vie et celle de nombreuses familles. Les réactions furent immédiates. Certains hochaient la tête en signe d'approbation, d'autres détournèrent le regard, certains murmuraient, d'autres criaient à l'injustice. Mais malgré les tensions, un vent de changement soufflait. La vérité avait été dévoilée, et rien ne pourrait plus la faire taire. Après cette réunion, la vie à Saint-Roch-sur-Marne commença à changer. Des enquêtes furent ouvertes, des soutiens apparurent. Nous n'étions plus seuls dans ce combat. Louis retrouva peu à peu sa place, non seulement auprès de Camille et de moi, mais aussi dans la communauté. Quant à moi, je sentais une paix nouvelle s'installer, une réconciliation avec mon passé, avec mes erreurs, avec mes espoirs. Mais, au fond de moi, je savais que la route serait encore longue, que les cicatrices mettraient du temps à guérir. Pourtant, ce jour-là, je compris que le pire était derrière nous, que la lumière pouvait enfin percer l'obscurité. Je regardais Camille, son visage radieux, et je sus que tout cela avait valu la peine. Nous avions souffert, nous avions pleuré, mais nous avions aussi aimé et combattu. Et c'était cela, la vraie force, ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Le vent froid de l'hiver balayait les rues de Saint-Roch-sur-Marne ce matin-là, comme pour emporter avec lui les derniers restes de notre passé douloureux. La maison, modeste et silencieuse, semblait respirer un calme que je n'avais plus connu depuis des années. Camille jouait dans le salon, ses rires clairs réchauffant l'atmosphère, tandis que je me tenais là, immobile, le regard perdu dans mes pensées. Les derniers mois avaient été une tempête. Nous avions affronté tant d'épreuves, surmonté tant d'obstacles, affronté des vérités qui auraient sans pu nous briser. Mais nous étions encore là, ensemble, plus forts peut-être, mais surtout unis. Je repensais à Louis, à cet homme brisé qui, malgré tout, avait trouvé la force de se relever, de se battre. Son courage avait été notre bouclier, sa volonté, notre lumière dans les ténèbres. Et pourtant, rien de tout cela n'avait été simple. Je portais encore en moi les traces des années de douleur, les marques invisibles des nuits blanches, passées à prier pour que tout s'arrange, pour que quelqu'un, quelque part, entende notre appel silencieux. Le combat contre les ombres qui avaient enveloppé notre vie n'était pas seulement une lutte contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre les démons intérieurs, les regrets, les peurs, la solitude. Je regardais Camille et sentis une vague d'amour et de protection m'envahir. Elle était la promesse d'un avenir différent, d'un avenir que je voulais bâtir sur des bases solides, loin des erreurs du passé. Ce matin-là, une lettre arriva. Simple enveloppe blanche, cachetée avec soin. Elle portait mon nom, mais aucune indication de l'expéditeur. Je l'ouvris lentement, mes mains tremblantes, craignant ce que j'allais y trouver. À l'intérieur, un message court, mais puissant. La vérité est enfin libre. Mais la paix que vous cherchez doit venir de vous-même. Ne craignez pas d'aimer à nouveau. Je restais figée, bouleversée. Ces mots résonnaient en moi comme une invitation. Un défi. J'avais passé tant de temps à me fermer, à m'isoler, à porter le poids du passé sans jamais m'autoriser à rêver encore. Et si la paix, la vraie paix, commençait là, dans ce geste simple d'oser aimer. Louis entra alors dans la pièce,
son visage fatigué éclairé par un sourire doux. Il posa une main sur mon épaule, un geste silencieux de soutien. « Maman, dit-il doucement, tu mérites de retrouver la joie? Camille aussi. » Je hochai la tête, les larmes aux yeux. Oui, il était temps de guérir, de pardonner, de construire. Les jours suivants furent remplis de petites victoires, des moments de tendresse partagés avec Camille, des conversations sincères avec Louis, des instants où l'espoir reprenait sa place. Mais la vie, fidèle à elle-même, ne tarda pas à nous rappeler que rien n'était jamais acquis. Un après-midi, alors que nous faisions une promenade dans le parc, Camille s'arrêta soudain, les yeux grands ouverts. « Grand-mère » dit-elle. « Tu sais, je ressens parfois une tristesse, comme si quelque chose me manquait. » Je la pris dans mes bras, émue par sa sensibilité. Comment lui expliquer que cette tristesse, c'était aussi la mienne, le poids des histoires que nous avions portées? « Ma chérie, » répondis-je doucement, « parfois, le cœur doit pleurer un peu pour mieux s'ouvrir ensuite. Mais n'oublie jamais que tu es aimée, plus que tout. » Ce moment fut un tournant. Je compris que pour vraiment avancer, il fallait laisser derrière nous les ombres, mais aussi accepter nos fragilités. Ce fut alors que je fis la rencontre inattendue qui allait sceller notre renaissance. Un jour, lors d'une réunion au centre communautaire, j'entendis parler d'un groupe de soutien pour les familles marquées par la souffrance et la reconstruction. Curieuse, je décidai d'y assister. Je m'assis parmi les chaises disposées, en cercle, écoutant les histoires des autres, leurs luttes, leurs espoirs. Chaque récit résonnait avec le mien, me rappelant que je n'étais pas seule. Au fil des semaines, je m'ouvris peu à peu, partageant mes propres douleurs, mes échecs, mes rêves brisés. Et dans ce partage, je trouvais une force nouvelle, une lumière qui grandissait à chaque rencontre. Louis, de son côté, retrouva un emploi modeste mais stable. Il semblait renaître de ses cendres, déterminé à offrir à Camille une enfance que nous n'avions pas eue. Camille, elle, s'épanouissait. Sa curiosité, son sourire, sa joie simple illuminaient notre foyer. Mais malgré tout ce renouveau, je gardais au fond de moi une blessure secrète, une peur sourde, que le passé ne vienne un jour tout emporter à nouveau. Un soir, alors que je préparais le dîner, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je hésitais puis décrochai. Une voix calme et posée me parla. « Madame, je suis venue vous apporter une dernière vérité. » Mon cœur s'emballa. Était-ce une menace? Une nouvelle épreuve? « Je sais ce que vous avez traversé, » dit-il, « et je veux vous dire que vous avez été plus forte que beaucoup. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur Louis. » Je restais muette, suspendue à ses paroles. Il continua. « Louis n'a jamais été seul dans cette histoire. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous ne soupçonniez pas. » Un silence lourd s'installa. Qui pouvait-il bien désigner? Qui avait encore une part cachée dans cette tragédie? Le souffle court, je demandai. « Qui? » « C'est Pauline, votre belle-fille. » Le choc fut violent. Pauline, celle que j'avais déjà tant détestée, celle qui avait failli détruire Camille. Mais comment? Pourquoi? La voix au bout du fil expliqua qu'elle avait agi sous la pression d'un groupe local, une petite organisation criminelle qui tirait les ficelles dans l'ombre, imposant des dettes, des contraintes, une peur constante. Pauline avait été à la fois victime et complice, manipulée, contrainte, mais aussi responsable. Cette révélation bouleversa tout. Je réalisais que le combat que nous menions n'était pas seulement celui d'une famille, mais d'une communauté entière, prise dans un engrenage infernal. Je raccrochais, le cœur lourd, mais étrangement soulagé. Enfin, les pièces du puzzle s'assemblaient. Le lendemain, je pris mon courage à deux mains et décidai de parler à Pauline. La confrontation fut difficile, pleine de reproches et de larmes, mais aussi de compréhension.
car malgré ses erreurs, elle portait, elle aussi, ses propres blessures. Nous étions toutes deux prisonnières d'un passé commun, d'un système qui broyait les vies. Dans ce moment fragile, je sentis que la réconciliation était possible, que la haine pouvait laisser place à l'espoir. Avec Louis, Camille et Pauline, nous formâmes une nouvelle alliance, fragile, mais réelle. Nous décidâmes de nous engager dans la lutte contre cette organisation, dans la reconstruction de nos vies et de notre communauté. Le chemin fut long, semé d'embûches, de doutes, de moments où tout semblait perdu. Mais la lumière, petit à petit, perçait l'obscurité. 1 an plus tard, lors d'une cérémonie dans la salle des fêtes de Saint-Roch-sur-Marne, nous célébrions non seulement notre victoire sur nos démons personnels, mais aussi la renaissance d'un village, d'une famille. Camille, radieuse, prit la parole. « Merci, grand-mère, dit-elle, de m'avoir sauvée. Mais surtout, de m'avoir appris que même dans la nuit la plus noire, il y a toujours une étoile pour nous guider. » Je sentis les larmes couler. Non plus de douleur, mais de gratitude. Ce jour-là, je compris que la véritable victoire n'était pas dans la lutte contre les ennemis, mais dans la capacité à aimer, à pardonner, à se relever. Je compris que malgré tout ce que la vie avait mis sur mon chemin, malgré les souffrances, les pertes, les déceptions, il restait toujours une chance de recommencer. Je regardais Louis, Pauline, Camille, cette famille recomposée, imparfaite mais aimante. Je souris, sereine, prête à embrasser l'avenir, quelles que soient ses promesses. Car finalement, c'était cela, la vraie force, ne jamais cesser d'espérer.